J'adore parce que je suis le champion. Je suis le vrai champion. Muhammad Ali était le plus grand boxeur de tous les temps. Nous le savons tous. Mais aucun boxeur ne peut atteindre la grandeur seul, car les légendes se forgent dans les rivalités. Et même Ali avait besoin des bons adversaires pour devenir grand. Au cours de sa carrière, Ali a partagé le ring avec des noms légendaires. Mais l'adversaire qui l'a propulsé vers la grandeur plus que tout autre, et un boxeur qui a lui-même atteint la grandeur en le faisant, c'était Smoking Joe Frazier, le champion du monde poids lourd Joe Frazier. Et voici son histoire. Frazier était un homme pour qui rien n'a jamais été facile. Il était le 12e enfant d'une famille de métayers de Beaufort, en Caroline du Sud, et il a grandi en aidant ses parents à cultiver leur lopin de terre de mauvaise qualité, où il était difficile de faire pousser quoi que ce soit de valeur. Il est venu à la boxe en grande partie à cause d'une remarque en l'air de l'un de ses oncles, qui, remarquant sa carrure trapue, a plaisanté en disant qu'il serait le prochain Joe Louis. S'inspirant de ces paroles, le jeune Joe prit un vieux sac en toile de jute et le remplit de tout ce qu'il pouvait trouver, y compris des épis de maïs sec, des chiffons, de la mousse espagnole et une brique, afin d'improviser un sac de frappe. À partir de ce jour-là, il passa 1 heure par jour, pratiquement tous les jours pendant les 6 ou 7 années suivantes, à frapper ce sac pour s'entraîner à la boxe, dans l'espoir de réaliser la prédiction de son oncle. Quelques années plus tard, Frazier fut contraint de quitter la ferme après s'être heurté au propriétaire terrien blanc dont sa famille cultivait les terres. L'un des propriétaires menaça de le fouetter, mais Frazier tint bon, disant au propriétaire de garder son pantalon remonté, car personne ne le fouetterait ce jour-là. Frazier n'avait que 15 ans à l'époque, mais malgré cela, le propriétaire terrien décida de garder sa ceinture en place plutôt que de se frotter à ce jeune homme robuste et déterminé qui se tenait devant lui. Cependant, les jours de Frazier à la ferme étaient comptés, et sa mère lui dit que s'il ne pouvait pas s'entendre avec les Blancs, il devrait partir. Il économisa donc de l'argent et prit le bus pour Philadelphie, où il s'installa. À Philadelphie, il continua la boxe et entama une brillante carrière amateur. En tant qu'amateur, il ne fut battu que 2 fois, les 2 défaites étant des décisions controversées au point contre Buster Matisse. La seconde de ces défaites permit à Matisse d'obtenir une place dans l'équipe olympique américaine, et cette amère défaite poussa Frazier à s'interroger sur son avenir dans le sport. Mais ce n'était pas la fin que le destin avait prévue pour la carrière de Frazier, et le sort était prêt à intervenir pour changer le cours de sa vie, et finalement l'histoire de la boxe. Dans la préparation des Jeux olympiques, Matisse ne s'entraîna pas correctement. Frazier, en revanche, se remit à son programme d'entraînement avec une vigueur renouvelée, affrontant tous les adversaires sur le ring d'entraînement. Cela signifiait que lorsque Matisse tomba malade, Frazier était parfaitement placé pour prendre sa place dans l'équipe. Et ayant reçu une seconde chance, Frazier n'allait pas la laisser passer. Au jeu, Frazier atteignit la demi-finale sans trop de difficultés, mais lors de son combat de demi-finale, il se blessa gravement au pouce. Plutôt que d'en parler à ses entraîneurs, il garda la blessure pour lui. Il est ensuite allé battre le boxeur allemand Hans Huber en finale avec une seule main valide, faisant de lui le seul boxeur américain à décrocher l'or lors de cette édition des Jeux. Avec une médaille d'or olympique en poche, Frazier était prêt à passer professionnel et il enchaîna rapidement une série de victoires qui firent de lui un sérieux prétendant chez les pros. Cependant, en 1967, alors que Frazier atteignait le sommet du classement des poids lourds, le champion Ali fut déchu de ses titres mondiaux pour avoir refusé la conscription afin d'aller combattre au Vietnam, entamant ainsi une absence de 3 ans du sport. Cela laissa la WBA et la WBC ainsi que la commission athlétique de l'État de New York sans champion, si bien qu'une série de combats éliminatoires furent organisés pour désigner un nouveau roi des poids lourds. Frazier remporta ses combats éliminatoires et fut élevé au rang de champion par la commission athlétique de l'État de New York après avoir vaincu son vieil adversaire, Buster Matisse. Il s'empara ensuite des ceintures WBA et WBC en battant Jimmy Ellis peu de temps après. Ainsi, Frazier fut désormais officiellement proclamé champion du monde des poids lourds. Mais malgré la possession de toutes les ceintures, il ne détenait pas le titre linéaire et il savait que beaucoup continueraient à le considérer comme un simple champion de papier tant qu'il n'aurait pas battu Ali sur le ring. Ainsi, tout était réuni pour que les 2 hommes déclenchent une rivalité et une querelle qui allait définir l'époque et placer les 2 boxeurs sur la voie de l'immortalité chez les poids lourds. Comme nous nous en souvenons aujourd'hui avec tendresse, Ali était un célèbre grande gueule, adepte du trash-talking, qui faisait tout son possible pour déstabiliser ses adversaires. Et lors de la longue préparation de son premier combat contre Frazier, il a poussé le volume au maximum.
Frazier, en revanche, ne pouvait pas être plus différent. C'était un chrétien baptiste dévoué et il préférait rester discret et respectueux pendant la préparation de ses combats, laissant plutôt ses poings parler après le retentissement de la première cloche. Pendant l'exil forcé d'Ali loin du sport, Frazier était même allé jusqu'à soutenir Ali dans sa position anti-guerre. Il a soutenu la décision d'Ali de résister à la conscription et est même allé jusqu'à adresser une pétition au président Nixon de l'époque pour que la licence de boxe d'Ali soit rétablie. Qu'il ait fait cela pour le bien d'Ali ou parce qu'il savait qu'il ne serait jamais universellement reconnu comme champion poids lourd tant qu'il n'aurait pas battu Ali sur le ring, c'est une autre question. Mais ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'au départ, il était du côté d'Ali. Cependant, une fois qu'Ali a obtenu l'autorisation de boxer à nouveau et que la préparation de leur combat a véritablement commencé, les choses ont rapidement changé. L'activisme d'Ali avait fait de lui une figure publique encore plus en vue qu'auparavant et il utilisait sa popularité auprès des nationalistes noirs, des militants des droits civiques et des opposants à la guerre pour galvaniser son soutien. En même temps, il essayait de présenter Joe Frazier comme le boxeur de l'establishment et l'espoir de l'homme blanc, allant même jusqu'à retourner de nombreux fans noirs de boxe contre lui en le traitant de « Oncle Tom », un terme utilisé pour désigner une personne noire jugée excessivement soumise aux blancs et à l'autorité blanche. Cela a profondément irrité Frazier, qui s'est senti trahi par Ali, et Frazier a répliqué en le traitant de « fils de » qui frappe en traître. De son côté, Frazier s'obstinait à appeler Ali par son nom de naissance, Clay, plutôt que Muhammad Ali, ce qui agaçait probablement Ali, autant que le fait d'être traité d'Oncle Tom blessait Frazier. Le combat, qui s'est tenu au Madison Square Garden de New York, est devenu l'un des événements sportifs les plus attendus depuis des années et a été présenté tour à tour comme l'affrontement entre l'insoumis à la conscription et le patriote, le musulman poète et provocateur contre le baptiste discret lecteur de la Bible, ou même le militant noir contre l'oncle Tom. Présenté comme le combat du siècle, c'était la première fois que deux poids lourds invaincus, tous deux ayant une légitimité pour revendiquer le titre, allèrent s'affronter pour disputer le championnat du monde des poids lourds. La haute société new-yorkaise s'est rendue à l'arène, habillée pour l'occasion. Frank Sinatra était présent en tant que photographe accrédité et Burt Lancaster assurait les commentaires pour la diffusion. La scène était prête. Or, comme nous le savons tous, la qualité de la boxe lors d'un grand combat n'est pas toujours à la hauteur de l'attente. Mais cette fois-ci, l'action n'a pas déçu. Étonnamment, Ali a choisi de rester campé sur ses appuis dès le début, au lieu de tournoyer autour de son adversaire plus petit mais puissant, transformant le combat en une véritable bagarre, bien plus que ce à quoi beaucoup s'attendaient. Ali a eu quelques succès, touchant Frazier avec des coups isolés et des combinaisons. Mais Frazier a continué d'avancer et a commencé à prendre le contrôle, traquant sans relâche son adversaire, le provoquant, encaissant sans broncher les coups qu'Ali parvenait à placer et coinçant Ali contre les cordes tout en décochant son fameux crochet du gauche dès qu'il en avait l'occasion. Au fur et à mesure que le combat avançait, Ali recommença à danser davantage, essayant d'éviter les puissants coups de Frazier tout en répliquant quand il le pouvait. Mais finalement, alors qu'Ali avait les jambes chancelantes, Frazier le toucha au 15e round, l'envoyant au tapis. Incroyablement, Ali était déjà debout au compte de 3 et parvint à terminer le round. Mais la victoire fut attribuée à Frazier par décision unanime. C'était la première fois qu'Ali goûtait à la défaite. Avant le combat, Ali avait affirmé qu'il ramperait à travers le ring et proclamerait Frazier comme le plus grand si ce dernier parvenait à le battre, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il qualifia sans élégance le résultat de décision d'homme blanc. Après avoir vaincu Ali, Frazier fut enfin universellement reconnu comme le champion incontesté des poids lourds du monde. Mais après avoir atteint le sommet de la boxe, il perdit son titre face à George Foreman à Kingston, en Jamaïque, moins de 3 ans plus tard. Au cours des années qui suivirent, la rivalité entre Frazier et Ali continua de couver, et comme aucun des deux hommes ne détenait alors de titre mondial, un match revanche fut programmé. Ali a vaincu Frazier lors d'un combat entaché par de nombreux accrochages, et l'ultime affrontement entre les deux, un combat destiné à entrer dans l'histoire comme l'une des confrontations les plus brutales des poids lourds, était lancé. Présenté sous le nom de Thrilla in Manila et organisé à Quezon City, dans la région métropolitaine de Manille aux Philippines, ce combat non seulement a été à la hauteur de leur première rencontre, mais l'a même surpassé. Prévu pour 15 rounds, le combat a connu des hauts et des bas, les deux hommes encaissant des quantités incroyables de coups sans jamais vouloir céder. À la fin du 14e round, Ali en avait assez. Il a dit à son entraîneur qu'il en avait fini et qu'il ne pouvait plus continuer à se battre. Son coin a ignoré ses paroles et l'a renvoyé pour le 15e round. Mais Frazier est resté assis sur son tabouret, l'œil gauche fermé, le droit presque dans le même état et une profonde coupure au visage.
Ali a ensuite déclaré que ce combat avait été la chose la plus proche de la mort que je connaisse. Et selon lui, ce fut sa plus grande performance et l'une des plus belles victoires de sa carrière. Après ce combat, Frazier a perdu son combat suivant lors d'une revanche contre George Foreman, puis il s'est retiré du sport. Il est revenu sur le ring une fois de plus, 5 ans plus tard, pour obtenir un match nul majoritaire contre Floyd Cummings, puis il a définitivement raccroché les gants avec un bilan professionnel final de 32 victoires, 4 défaites et 1 nul, dont 27 victoires par KO. Bien que personne ne puisse douter de la grandeur d'Ali, tant sur le ring qu'en dehors, ces 3 affrontements mémorables avec Frazier ont porté sa renommée et sa légende à un niveau supérieur. Pour Frazier, malgré la défaite au total, les 3 combats et les 41 rounds qu'il a partagés avec Ali lui ont également permis d'entrer dans le panthéon des plus grands poids lourds de tous les temps. Que Frazier ait pu atteindre de tels sommets est d'autant plus remarquable compte tenu des désavantages auxquels il a dû faire face. Joe Frazier mesurait un peu plus d'1,80 m et lors de son premier combat contre Ali, il ne pesait que 93,2 kg. Pour mettre cela en perspective, la limite actuelle des poids lourds légers est de 90,7 kg. Et le champion du monde unifié des poids lourds actuels, Oleksandr Usyk, a tendance à peser entre 100 et 102 kg pour la plupart de ses combats chez les lourds. Ainsi, Frazier a toujours été considéré comme petit pour un poids lourd. De plus, dans sa jeunesse, il s'est blessé au bras en glissant alors qu'il fuyait le cochon de la famille. Et à partir de ce moment-là, il n'a jamais pu redresser complètement son bras. Plus tard, alors qu'il s'entraînait en amateur à Philadelphie, des éclats de métal provenant d'un sac de frappe défectueux ont volé dans son œil, lui causant de graves blessures. Pour le reste de sa carrière, il a été obligé de dissimuler son état aux médecins lors des examens médicaux d'avant-combat et au moment de son 3e affrontement contre Ali, il était pratiquement aveugle d'un œil. De plus, lors de son premier combat contre Ali, il souffrait également d'hypertension et d'une infection rénale, mais il a tout de même réussi à surmonter cette adversité pour infliger la première défaite de la carrière d'Ali. La carrière de boxeur de Frazier a toujours été marquée par une détermination indéniable à réussir, même contre toute attente. Mais malheureusement, sa vie après la boxe s'est avérée bien moins glorieuse. Alors que ses contemporains comme Ali, Foreman et plus tard Larry Holmes sont devenus millionnaires et sont restés riches après leur retraite, Frazier était un homme d'affaires notoirement mauvais. Bien qu'on estime qu'il aurait dû valoir environ 100 millions de dollars, il a passé ses dernières années dans un appartement d'une seule pièce, au-dessus de la salle de sport emblématique qu'il dirigeait dans sa ville d'adoption, Philadelphie. Il s'est entouré de mauvais conseillers et de personnes qui n'étaient là que pour profiter de lui. Et bien qu'il ne soit pas mort dans la pauvreté, il n'était en aucun cas riche à la fin de sa vie, une fin triste pour un homme qui méritait tellement plus. Par-dessus tout, Frazier restera toujours dans les mémoires pour les 3 fois où il a partagé le ring avec Ali. Plus tard dans sa vie, son attitude envers Ali s'est quelque peu adoucie, et en 2009, il déclara qu'il ne gardait plus aucune rancune. Cependant, en 2006, il était toujours convaincu d'avoir remporté les 3 combats, et dans son autobiographie publiée cette année-là, il continua à appeler Ali Clay tout au long du livre. De son côté, Ali affirmait qu'il avait seulement cherché à promouvoir le combat et qu'il n'avait pas pensé ce qu'il avait dit. Pourtant, bien qu'il ait présenté ses excuses au fils de Frazier, il ne s'est jamais excusé en face à face auprès de Frazier lui-même. Joe Frazier est décédé à l'âge de 67 ans après un combat contre un cancer du foie et c'est Floyd Mayweather Jr. qui a payé ses funérailles. Parmi d'autres stars de la boxe et du monde du spectacle, Muhammad Ali lui-même était présent à la cérémonie. Lorsqu'il a appris la mort de Frazier, Ali a déclaré « Le monde a perdu un grand champion. Je me souviendrai toujours de Joe avec respect et admiration. » Il est donc clair que, quelle que soit l'animosité qui a pu exister entre eux de leur vivant, il y avait aussi un profond respect, ainsi qu'une reconnaissance du fait que leur carrière et leur réputation respectives ont été incommensurablement renforcées par les liens indéfectibles qu'ils ont forgés dans la chaleur du combat. Qu'en pensez-vous ? Ali aurait-il toujours été le plus grand boxeur de tous les temps ou avait-il besoin de Frazier pour l'aider à atteindre la grandeur? Pourquoi ne pas nous laisser un commentaire ci-dessous pour nous donner votre avis? Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour nous aider à continuer à produire plus de contenu sur la boxe comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.